Benjamin Haddad, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors, on va parler évidemment aux néo-députés que vous êtes, mais je vais commencer avec le spécialiste des relations internationales que vous êtes aussi. La candidature de l'Ukraine et celle de la Moldavie à l'adhésion à l'Union européenne ont été validées hier. Est-ce que ce n'est pas aller trop vite en besogne ? Non, puisque cette candidature qui est reconnue, elle ouvre un processus qui va être long. Un processus juridique, technique, économique, où l'Ukraine et la Moldavie vont devoir s'adapter aux différentes normes de l'Union européenne avant de rentrer. Ça va prendre des années. Qu'est-ce que ça veut dire des années ? Ça peut être 5 ans ou c'est forcément 25 ans ? Ça peut être 15-20 ans, mais ça donne un horizon. Ça donne un signal, et je crois qu'en ce moment, alors que l'Ukraine est en train de se battre pour sa liberté face à la Russie, alors que la Moldavie aussi a une partie de son territoire qui est occupée par la Russie, et que ce sont deux pays en plus qui ont fait le choix de gouvernements pro-européens qui étaient en train de lutter contre la corruption, de réformer, c'est un signal important qu'on envoie à ces populations. Ils font partie de la famille européenne, on va les ancrer à notre continent. Mais ce qu'a proposé le président de la République déjà dans son discours à Strasbourg juste après l'élection, et là encore hier, c'est de réfléchir à ce qu'on peut faire dans l'intervalle. C'est cette confédération politique européenne pour ancrer notre voisinage proche, les Balkans occidentaux, l'Ukraine et la Moldavie, la Géorgie aussi, dès aujourd'hui, à l'Union européenne pour répondre à l'urgence géopolitique qui est la nôtre. Cette communauté politique, elle n'est pas caduque depuis hier puisqu'il y a une adhésion classique ? Non, puisque l'adhésion ne peut pas être le seul outil de politique étrangère de l'Union européenne. Encore une fois, l'adhésion, c'est une perspective lointaine qu'on a raison de donner. On le doit aux Ukrainiens. Mais comment est-ce qu'on résout la question de court moyen terme qui est de stabiliser, de s'investir, nous, Européens, dans notre voisinage ? Je crois que ce sera en créant cette communauté politique. Encore une fois, hier, il y avait aussi un sommet avec les Balkans. On a des situations en Bosnie, par exemple, dans lesquelles on a besoin d'investir l'Union européenne. Ils ont été un peu court-circuités, ces pays des Balkans qui frappaient à la porte depuis longtemps. L'Ukraine leur passe devant. L'Ukraine ne leur passe pas devant. Il y a un certain nombre de candidats, déjà des Balkans comme la Serbie et le Monténégro. L'Albanie et la Macédoine du Nord sont en train de travailler pour devenir candidats. Maintenant, c'est vrai que depuis le début du conflit en Ukraine, l'agression de la Russie, il est normal qu'on soutienne, qu'on aide les Ukrainiens à affirmer leur démocratie et leur liberté. Est-ce qu'on n'est pas en train de jeter la Serbie encore un peu plus dans les bras des Russes ? Non, au contraire, la Serbie est un candidat. C'est un candidat qui doit faire des efforts, qui a reculé par exemple sur l'état de droit depuis le début de la candidature à l'Union européenne. Mais le président de la République s'était rendu en Serbie l'an dernier. Je crois que c'est un pays avec lequel on peut beaucoup travailler. Le principal handicap pour un pays comme l'Ukraine, c'est la corruption ou c'est un développement économique à reprendre de zéro, surtout après les destructions ? Tout. Effectivement, il y a cette question de corruption, le poids des oligarques dans l'économie ukrainienne. Zelensky avait été élu là-dessus, on s'en rappelle, en 2019, pour essayer justement de réformer l'économie ukrainienne. Et bien sûr, la question de l'occupation d'une partie du territoire ukrainien par la Russie et de la reconstruction qui sera nécessaire après la guerre. Qui va reconstruire l'Ukraine ? Les Chinois, les Américains ou les Européens ? Je crois qu'on a une responsabilité, nous, Européens. D'ailleurs, on est à la hauteur de cette responsabilité en sanctionnant la Russie, en livrant des armes aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre. Et effectivement, après un cessez-le-feu ou un processus diplomatique, on verra la façon dont ce conflit se termine. Je crois qu'on aura aussi une responsabilité avec nos partenaires, FMI, Banque mondiale, les États-Unis, mais ce sera une responsabilité de l'Union européenne d'être présent pour la reconstruction. C'est les Ukrainiens qui mèneront la reconstruction de leur pays, mais effectivement, on devrait être là pour les soutenir. La semaine prochaine, le président va enchaîner avec un sommet de l'OTAN. Quels en sont les enjeux ? C'est une OTAN qui va préparer la guerre contre la Russie ? Non, l'OTAN, c'est une organisation défensive qui est là pour affirmer que tous les membres seront défendus en cas d'agression contre leur territoire. La France joue son rôle. On a des troupes en Estonie, on a renvoyé des troupes en Roumanie. Le président de la République était la semaine dernière en Roumanie justement pour aller saluer les troupes qu'on envoie dans le cadre de la réassurance de nos alliés. C'est une organisation de défense effectivement qui est, on le voit, primordiale dans ce type de situation. Mais je crois qu'il faut aussi lancer encore plus le chantier de la coopération avec l'Europe de la défense. C'est pas incompatible. Non. Parce qu'on peut penser que le réveil de l'OTAN, cette OTAN qui n'est plus en état de mort cérébrale, ça rend caduque les développements de défense européenne. La défense européenne, c'est l'OTAN pour 20 ans. À l'inverse, déjà, il faut se réjouir de voir certains de nos partenaires comme l'Allemagne qui sont en train d'effectuer les investissements nécessaires dans leur outil militaire, 100 milliards dès cette année, une trajectoire qui va les amener à 2% de budget. Je crois qu'on a, nous,
Français besoin de partenaires européens qui prennent au sérieux la question militaire. Et les Américains ne seront pas toujours là. Quand il s'agit d'une grande menace stratégique comme la Russie, effectivement, nos partenaires baltes, polonais se tournent vers les Américains et on peut le comprendre. Mais sur d'autres types de menaces comme la lutte contre le terrorisme, comme l'instabilité au Sahel ou en Afrique du Nord, là, et les questions en Méditerranée orientale, on entend très bien les présidents américains, les uns après les autres, républicains comme démocrates, qui nous disent ce ne sont plus nos priorités, c'est aux Européens de se prendre en charge. Et donc, les Européens doivent investir dans leur outil militaire, doivent renforcer leur propre coopération industrielle, être capables de développer leur autonomie stratégique. C'est tous les chantiers qu'on a lancés ces dernières années, et le faire en fait en coopération avec l'OTAN. Il faut qu'on comprenne que l'OTAN est au cœur de la doctrine de sécurité de beaucoup de nos partenaires, mais que l'Union européenne doit pouvoir, si nécessaire, se prendre en charge seule. Si Joe Biden perd les élections de novembre, ce qui est assez probable, il sera affaibli. Est-ce qu'on doit régler l'affaire ukrainienne avant l'automne à tout prix parce qu'après, l'OTAN sera paralysée ? On n'est pas les seuls dans ce conflit. C'est aussi la décision de la Russie qui a décidé cette agression, qui l'amène. La seule façon d'y mettre fin, c'est de soutenir les Ukrainiens et d'être prêt, le cas échéant, à un processus diplomatique. Ce sommet de l'OTAN, est-ce qu'il ne doit pas aussi régler un problème qui est le talon d'Achille de l'OTAN ? C'est la Turquie qui joue double jeu entre la Russie et nous. Mais bien sûr, la Turquie joue double jeu, vous avez raison de le dire. Une raison de plus aussi de développer l'Europe de la défense pour être capable de prendre des décisions sans la Turquie en notre sein. Mais je crois qu'il faudra mettre la Turquie dans ses responsabilités. On le voit, joue double jeu avec la Russie. On voit la Turquie aussi menacer la souveraineté maritime de la Grèce, de Chypre, de membres de l'Union européenne. La France avait soutenu la Grèce contre les tentatives d'agression de la Turquie il y a 2 ans. Donc effectivement, je crois qu'il faudra un peu mettre Erdogan face à ses responsabilités là-dessus. Conséquence de cette situation géopolitique, la pénurie d'énergie à venir. La France veut porter à 100% sa capacité de stockage du gaz à l'automne et demande aux industries, aux ménages, de prévoir 10% d'économie. On est en économie de guerre et de pénurie, là. On prend nos responsabilités, effectivement, pour prévoir. Je crois que c'est très important ce qu'a fait la Première ministre cette semaine, de demander à avoir des stocks effectivement remplis à 100%. Généralement, c'est moins, mais on se prépare à un hiver prochain qui pourrait être difficile. Et puis surtout, investir dans la diversification de fournisseurs sur le gaz. On a déjà commencé à relancer notre filière nucléaire et puis lancer la transition énergétique qui va être l'une des priorités majeures de ce quinquennat. C'est une urgence environnementale, naturellement, mais on se rend compte que c'est aussi une urgence stratégique. La crise est dans 6 mois, les solutions sont pour dans 5, 10, 15 ans. C'est vrai. Alors, il y a des solutions de court terme, comme celle qu'on vient de prendre, justement, pour avoir des stocks remplis à 100%. Mais effectivement, c'est un enjeu générationnel dans lequel il faut investir pour l'avenir. Alors, vous avez été élu, donc dimanche dernier, député de la 15e circonscription de Paris. Quelles sont vos premières impressions ? Quelle pagaille, Moi, je suis assez confiant. Je trouve que c'est un moment qui va être intéressant pour revitaliser notre vie démocratique. Les Français ont donné à notre mouvement une majorité, l'ont placé en tête, mais effectivement, ce n'est pas une majorité absolue, c'est une majorité relative. Et donc, on ne gouverne pas de la même façon quand on a une majorité relative. On doit être à l'écoute, on doit travailler avec les autres groupes, dans le respect, dans le compromis. Encore faut-il qu'ils le veuillent, ces autres groupes. Ils sont reçus par Elisabeth Borne aujourd'hui, après avoir été reçus par le président. Ça ne bouge pas. Ils ne veulent pas de coalition, pas de pacte de gouvernance. Mais tout le monde devra prendre ses responsabilités. On va travailler sur le projet, texte par texte, avec différents groupes pour constituer des majorités de projets. Je crois que les Français nous attendent au tournant. Je crois que sur énormément de sujets qui sont urgents, le pouvoir d'achat qu'on va examiner dès cet été, la santé, la question écologique et énergétique, la sécurité, autant de sujets sur lesquels les différents groupes ne pourront pas se dérober. Donc il va falloir qu'on prenne tous nos responsabilités. Dans l'écoute, dans l'humilité, dans le respect, nous on y est prêts. C'est déjà les signaux qu'on a envoyés à nos partenaires. Je crois que c'est ce que les Français attendent de nous. Ça fait des années qu'on a des débats en France sur les modes de scrutin, sur la question de la représentativité démocratique. Et là, on a une Assemblée nationale qui, effectivement, ressemble beaucoup au paysage politique français. Je crois que c'était l'objectif des Français quand ils ont décidé d'élire cette Assemblée. Maintenant, on va travailler. C'est le cas partout autour de nous. On a 19 pays sur 27 de l'Union européenne où il n'y a pas de majorité absolue. Parce qu'il y a la proportionnelle, souvent. Parfois la proportionnelle, parfois d'autres types de modes de scrutin, ils sont gouvernés.
Nos collègues de Renaissance au Parlement européen travaillent régulièrement avec d'autres partis de cette façon. Il n'y a pas de majorité absolue. Et vous avez parfois des majorités très larges qui se dégagent au Parlement européen, presque des consensus sur certains textes. Donc il faudra faire ce travail. Les parlementaires travaillaient déjà beaucoup avec le gouvernement dans les mandatures précédentes. Là, ce sera un autre type de travail aussi, de négociation interne à l'Assemblée nationale. Mais je crois qu'il faut être assez optimiste pour ce que ça veut dire pour notre démocratie. Par exemple, sur le pouvoir d'achat, les Français attendent des mesures. Si ça coince, vous avez droit à un 49.3 dans cette session qui va s'ouvrir. Utilisez-le. Alors, effectivement, comme vous avez raison de le rappeler, il y a un certain nombre de recours. Nous, ce n'est pas notre priorité. On veut travailler avec les républicains de gauche comme de droite, les socialistes, les écologistes, LR, pour pouvoir proposer un projet sur le pouvoir d'achat. Mais là aussi, les oppositions seront devant leurs responsabilités. Est-ce qu'ils vont s'opposer à la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, à la revalorisation du SMIC, à l'augmentation des retraites, de la prime Macron, toutes les propositions qu'on a faites. On est prêt à écouter, au compromis, à travailler avec les autres, mais je crois qu'il ne serait pas compris aujourd'hui de s'opposer à ce type de mesures, par exemple sur le pouvoir d'achat. Jean Rotner, le président LR du Grand Est, demande dans Le Parisien ce matin à ses amis républicains de travailler dans cet esprit. Une lueur d'espoir. Oui, mais je l'entends de différents dirigeants républicains. Vous avez d'un côté certains qui disent on est un mouvement d'opposition, mais qui disent aussi on va voter les textes quand ils seront dans l'intérêt des Français. On est prêt à une logique d'écoute et de compromis. Donc une fois de plus, moi je suis assez confiant sur le fait que les différents groupes d'opposition prendront leurs responsabilités et travailleront dans l'intérêt des Français. On est élus pour servir l'intérêt des Français. Est-ce qu'il faut aller plus loin et sans pacte de gouvernement, faire rentrer dans le remaniement qui se prépare des membres des LR ou des socialistes modérés dans le gouvernement? Et moi, je ne crois pas qu'on soit attendu sur des logiques de poste et de personnes. C'est pas par des débauchages individuels qu'on va régler ça, c'est sur le projet, sur les textes que l'on va voter et les solutions qu'on va apporter pour les Français. Le programme qui sera appliqué dans les 5 ans qui viennent, ce n'est donc plus le programme du président. C'est un intermédiaire entre le programme du président et ce qu'on a entendu à droite et à gauche. Il y a un projet présidentiel qui a été placé en tête. Le président a été réélu. Notre projet a été placé en tête de l'élection législative. Et après, effectivement, encore une fois, quand on n'a pas de majorité absolue, on travaille, on adapte, on fait des compromis, on négocie avec nos partenaires. L'un des rendez-vous de la semaine prochaine, c'est l'élection du président de la Commission des finances. À qui doit revenir ce poste ? C'est à l'opposition, on le sait, c'est dans le règlement, mais est-ce que c'est au premier groupe, donc le RN ? Est-ce que c'est à la première alliance, donc la NUPS, ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre ? Je crois que c'est aux oppositions de décider cela et de le négocier aussi. Je vois que les divisions qu'on avait au sein de la NUPS ont à peine survécu à l'élection, donc c'est aussi à eux de régler leurs problèmes internes. La majorité n'est pas censée participer à ce vote, mais rien ne le lui interdit. Vous vous apprêtez à le faire si un candidat inacceptable se présente pour cette commission des finances ? On verra la configuration. Nous, on veut respecter la tradition qui est effectivement que ce poste revienne à un membre de l'opposition. On verra la façon dont ce vote s'organise. Vous-même, vous siégerez dans la commission des affaires étrangères ? Je ne pense pas. Vous allez changer de spécialité. Je n'ai pas changé de spécialité, mais il y a beaucoup de sujets, par exemple sur les questions de sécurité, qui sont très importantes dans ma circonscription. Et je crois qu'ils vont être une priorité aussi des Français pour le second mandat. On a des grands enjeux européens aussi. Il y a beaucoup de travail à faire à l'Assemblée nationale. Benjamin Haddad, bonne journée et bon courage. Merci. Merci beaucoup Christophe Barbier. Lundi, votre invité sera l'écologiste Mathieu Orphelin.